Lors de l'ASH, il y a eu comme d'habitude pas mal de communication sur les atteintes constitutionnelles de la moelle osseuse. Moi, je vais vous parler plutôt des choses hors greffe. Et je vais relever une communication sur le Fanconi, une sur le Blackfan, une sur le syndrome ERC6L2, et puis deux nouvelles entités qui sont des nouvelles formes d'aplasie médulaire constitutionnelle, avec donc des variants de MDM4 ou de ERG. Alors sur le Fanconi, il y a toujours une question qu'on a eue, c'était est-ce que les parents des enfants atteints de maladie de Fanconi ont un risque augmenté de cancer? Et il y avait des études qui avaient été faites jusqu'à maintenant, c'est des études familiales, en étudiant les parents et les grands-parents, mais ça avait bien sûr un pouvoir assez limité. Donc là, il y a une grande étude de cohorte qui a été faite sur 175 000 génomes, et ils ont regardé quels étaient les patients hétérozygotes pour des variants dans ces gènes, et s'il y avait un risque de cancer augmenté. Et cette étude est plutôt rassurante en ce sens qu'elle est négative. C'est-à-dire que les seuls cas où il y a vraiment un risque augmenté de cancer, c'est les gènes Fanconi qui sont aussi des gènes de cancer familiaux pour les cancers du sein, les plus connus étant BRCA1 et BRCA2. Et ça a été confirmé sur cette étude et sur deux autres études de cohorte de validation. Donc vraiment, je pense que maintenant, avec une puissance statistique importante, on peut rassurer les parents et les familles de ces enfants. La deuxième étude, c'est sur l'anémie de Blackfan-Diamond. Alors vous savez que c'est une maladie pour laquelle on n'a toujours pas beaucoup de traitements, en particulier pour les patients qui sont non répondeurs aux corticoïdes. Alors on sait que dans la maladie de Blackfan, il y a un problème avec la synthèse de l'ADN qui se fait normalement, alors que la synthèse de la globine se fait mal à cause du défaut en ribosome. Donc c'était une balance entre l'hème et la globine, fait qu'il y a une accumulation d'hème qui est toxique pour la cellule, et ça peut expliquer une apoptose prématurée des progéniteurs érythroblastiques. Alors la synthèse de l'hème, elle nécessite de la glycine, et beaucoup de glycine pour la première étape de la synthèse. Donc il y a un récepteur spécifique qui s'appelle GLI1, et il se trouve qu'on connaît un médicament qui bloque ce récepteur et qui s'appelle la bitopertine, qui est un médicament qui avait été développé au départ dans la schizophrénie, et en fait ça a été un échec, ils ont arrêté, mais on a quand même des données de safety sur plus de 4000 patients, donc c'est un repositionnement assez facile parce que la molécule a déjà été utilisée largement chez l'humain. Donc ils ont démontré effectivement in vitro dans des modèles animaux que l'excès d'hème était toxique, qu'en bloquant la glycine, l'entrée de la glycine dans la mitochondrie, on améliorait l'érythropoïèse. Et là, ils en sont à un essai clinique qui vient de démarrer aux États-Unis. Et éventuellement, c'est une nouvelle voie thérapeutique pour ces patients. Alors, le syndrome qui est encore nouveau, c'est le syndrome ERC6L2. Quand même, la première cohorte importante, elle a été décrite en 2023. Ça a été publié dans Blob. C'est un travail auquel le centre de référence a participé. Et c'était vraiment une première description sur une grande cohorte de patients. Là, il y a un travail qui est encore en cours, mais qui a été présenté un peu en préliminaire à une session Bone Marrow Feller sur les aspects liés à la greffe. Donc, il rapporte les greffes pour 27 patients, dont 11 enfants. Et en gros, les messages clés qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mieux greffer au stade d'aplasie médulaire qu'au stade d'évolution clonale, parce que là, le pronostic devient très mauvais. Alors, c'est quelque chose qu'on connaissait bien dans le Schwarzman, hein, c'est exactement la même chose. Donc ça conforte qu'il faut quand même anticiper les greffes. C'est une décision un peu de greffe préemptive. C'est pas toujours facile à faire, mais bon. Et puis l'autre donnée importante peut-être, mais ça a confirmé, c'est qu'il y aura un excès de complications vasculaires post-greffe, et en particulier de maladies véno-occlusives. Donc un profil quand même de toxicité un peu particulier qu'il va falloir confirmer et sans doute qui va mener à un adaptement des conditionnements. Et puis après, il y a quand même deux nouvelles maladies qui sont en train d'être rapportées. Alors la première, c'est des variants germinaux du gène MDM4. MDM4, c'est un inhibiteur de TP53. Donc quand vous avez un défaut de MDM4, vous avez une hyperactivation de TP53. C'est quelque chose qu'on connaît bien dans beaucoup d'atteintes constitutionnelles de la moelle osseuse, le Blackfan, le Fanconi. Il y a une hyperactivation de TP53. Donc là, c'est au St. Jude, ils ont trouvé un patient qui s'est présenté avec une érythroblastopénie qui était adressée pour Blackfan. Et en fait, c'est pas un Blackfan. Et après, en cherchant un peu, en faisant un appel au peuple, ils ont trouvé 4 autres patients. Donc, ce sont des variants en perte de fonction, avec des présentations pathologiques qui sont assez variées. Mais c'est un gène qu'il va falloir rajouter dans les panels qui explorent les maladies constitutionnelles. Et il faudra ensuite décrire le phénotype, parce que pour l'instant, c'est encore un peu préliminaire. Et le dernier syndrome, c'est des variants germinaux du gène ERG. Donc ça fait l'objet d'un late breaking abstract.
Là aussi, les phénotypes sont assez variables. La première famille qu'ils ont identifiée, c'est des patients qui avaient une thrombopénie familiale et un risque d'évolution en LAM, donc un peu comme les variants RUNX1. Et puis après, en regardant dans leur base, en appelant un peu le monde entier, les gens qui travaillent là-dessus, ils ont trouvé en tout une quinzaine de patients. Donc ce sont des variants qui sont des variants perte de fonction, qui ont l'air très rares, parce que ERK, c'est un gène vraiment très très stable dans la population générale. Des phénotypes hématologiques qui sont aussi un peu variés pour l'instant, mais ça reste encore à décrire. L'aspect clinique est un peu préliminaire. C'est un mix entre les pathologies RUNX1 et les pathologies GATA2, parce qu'il y a aussi des patients avec des lymphodèmes. Et donc, il y a encore une fois un gène à rajouter dans la liste. En conclusion, il y a de plus en plus de gènes atteints identifiés dans les formes constitutionnelles d'aplasie médulaire. Et c'est important pour nous, bien sûr, parce que les décisions thérapeutiques vont être majeures en termes de greffe ou bien sûr exclure une forme constitutionnelle.